menée par des personnes avec une vision très très claire, de la mener, mais ça n'exclut pas de prendre quand même les ressources et les compétences de ce pays-là pour pouvoir piloter, ne serait-ce que ces pays-là soient des pays sous-développés, fort endettés, qui ont besoin d'urgence et qui ont besoin de réponses immédiates par rapport à toutes ces problématiques-là. Si nous ne nous mettons pas, nous, toutes nos forces dans la réflexion pour gamberger les systèmes les plus adéquats, les systèmes les plus adaptés, les systèmes les plus profitables, de par la tradition, de par la culture que nous avons, mais pour résorber le gap entre les pays émergents, les pays en voie de développement et les pays développés, mais nous n'en serons pas là. Le gap s'élargit de plus en plus. Parce que justement, en termes d'éducation, nous n'avons pas renouvelé le système éducatif pour former nos jeunes qui peuvent compétir, qui peuvent aujourd'hui être au même niveau que ces pays sous-développés. C'est un travail à faire. Donc, dans le système que nous avons aujourd'hui, qui est un système général, qui forme pratiquement que des théoriciens, comme tout le monde le sait, nous n'avons pas encore un appareil qui puisse permettre à l'État de proposer des formations adéquates basées sur de l'opérabilité, basées sur en fait des réalisations pratiques. Les systèmes que nous avons, on continue, ce sont des systèmes que nous avons copiés de la France depuis 1960, pratiquement qui n'a jamais été renouvelé. Donc l'éducation que nous avons en quelque sorte, on peut considérer qu'elle est même obsolète, dans le sens où tout ce que nous voulons faire, et qui impacte aujourd'hui l'ensemble des organisations, des sociétés, des entreprises, des institutions sur leur manière de travailler, sur leur manière de faire le suivi, sur leur manière d'avoir des plannings, des feuilles de route et des cahiers de charges qui puissent donner des résultats, ce sont des systèmes le plus souvent qui sont obsolètes. Le président Bassirou Diomaye Faye l'a dit dans une des conférences que notre administration est obsolète et déphasée. Qu'est-ce qu'on fait depuis? Est-ce que nous avons, depuis ces déclarations-là, proposé un programme qui pourrait être mis en œuvre le plus rapidement possible? Parce que nous sommes encore en 2025 dans l'ensemble des activités que nous menons ici au Sénégal, mais nous sommes encore à l'ère d'écriture, de lettres, de dépôt au niveau du ministère. Mais vous vous imaginez, avec tout ce que nous avons comme possibilité technologique, digitale, qu'on n'utilise pas encore à ce niveau-là, mais c'est un problème. C'est assez problématique. Et ce sont des freins, encore une fois, qui ne nous profitent pas et qui font qu'en termes d'IDE, pour revenir à l'intelligence, non, en termes d'investissement direct étranger, nous avons élaboré à l'introduction les finances des ressources internes, pour parler maintenant des finances des ressources externes, sur ce qu'on appelle l'aide publique au développement, basée sur la coopération multilatérale et bilatérale. Un pays comme le Luxembourg, où je vis, consacre 1% de son revenu national brut à la coopération. Vous voyez. Donc, un pays ne peut pas se développer tant que vous n'avez pas réuni l'ensemble de tous ces critères, que ce soit les ressources internes, comme je viens de le citer, les ressources externes, à savoir cette coopération bilatérale et multilatérale. Le Sénégal et le Luxembourg, ils ont signé en fait une coopération PIC qui s'appelle le programme indicatif de coopération sur 100 milliards de francs CFA de 2024 à 2030. Sur des initiatives portées dans l'éducation justement, la formation professionnelle, l'employabilité, l'environnement, etc. Donc, il faudrait que ces programmes-là puissent voir le jour. De mon sort, avec les activités que je mène, il a semblé que ces programmes ont été suspendus, dont on ignore les raisons. Donc ce sont
vous me permettrez à travers cette antenne, oui. Qu'on puisse avoir des clarifications par rapport aujourd'hui des programmes de ce genre qui pourraient profiter à la population sénégalaise sur ces secteurs d'activité, d'éducation, de formation professionnelle. Alors, sur les ressources externes, le deuxième élément qui me semble le plus important, c'est notamment le FMI et la Banque mondiale, dont tout le monde en parle. Le FMI et la Banque mondiale, c'est plus de 200 pays. OK? Le Sénégal, nous avons besoin de FMI pour pouvoir bénéficier des emprunts, certes, qui aujourd'hui nous causent énormément de préjudice sur les programmes qui sont suspendus. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces suspensions? Je pense que, comme on avait dit à l'entame de l'émission, il nous faut de plus en plus qu'on élabore les plans d'action qui devraient être mis en œuvre. Nous ne pouvons pas, sur chaque régime, redémarrer un processus. Okay. Nous ne pouvons pas, à chaque fois qu'il y a un changement, qu'on puisse réécrire, réinventer la roue. Ça pose un problème. Et si nous autres, en tant qu'acteurs politiques, on n'est pas dans cette logique de trouver et d'aller dans le même sens, c'est-à-dire qu'on puisse trouver les synergies, de travailler et d'avoir un seul dénominateur qui est de pouvoir mettre en œuvre l'essentiel. L'essentiel dans ce que nous faisons, ce n'est pas des partis politiques, ce n'est pas des individus. Ce sont les programmes qu'il faut piloter avec des résultats. Et ce sont ces résultats qui vont nous donner cette confiance, cette satisfaction de ces institutions-là aujourd'hui qui devraient nous accompagner dans nos politiques publiques. Sans ces institutions, il ne faut pas qu'on se le cache, ça va être extrêmement difficile. Le Sénégal est un pays pauvre. Le Sénégal est un pays qui n'a pas encore atteint un niveau de pouvoir mener des politiques de façon indépendante. Si nous disons que la souveraineté, c'est quelque chose qui est dit et qui est mentionné dans pratiquement tous les acteurs prononcent ce terme en fait de souveraineté, mais pour avoir la souveraineté, mais il faut avoir une indépendance financière. Mais nous n'en sommes pas là. Où est-ce qu'on va puiser l'argent? Où est-ce qu'on va trouver les financements dont nous avons besoin? Ce n'est pas dans les poches des Sénégalais, qui sont plus que pauvres. Ce n'est pas aujourd'hui dans les organisations qui sont vides de trésorerie. Donc il faudra aller chercher, comme tous les pays le font, il n'y a pas que le Sénégal, mais tous les pays développés sont à un niveau d'endettement mais supérieur, parfois même au niveau que le Sénégal. Mais le problème, c'est que ces endettements qui sont faits, normalement, doivent être injectés dans des projets structurants. Absolument. Vous voyez. Donc, au niveau de cet appel sur les ressources financières externes, comme je viens de le dire, il y a tout un tas de systèmes macroéconomiques qui peuvent être proposés à l'État pour avoir davantage de fonds. On a parlé d'aide publique, on a parlé des ressources, on a parlé des institutions. Il y a aussi d'autres comme système de la fiscalité. Sur la fiscalité, voilà, donc c'est quelque chose aujourd'hui qui m'étonne dans le sens où c'est vrai. Des entreprises qui ne payent pas le fisc, c'est pas normal. Oui. Mais si vous comparez au modèle qui marche, c'est le contraire qui se produit. C'est-à-dire il y a une diversification de l'assiette fiscale pour permettre aux entreprises justement de pouvoir s'implanter davantage au niveau du pays. Mais trop d'impôt tue l'impôt aussi. Trop d'impôt tue les entreprises. Oui. Vous voyez. Je peux donner un exemple. Oui, rapidement. Au niveau du Luxembourg, ils appliquent ce qu'on appelle le rescrit fiscal. C'est un système qui permet à l'administration et à l'entreprise de convenir des accords sur base de ce que l'entreprise va rapporter au niveau
de ce pays, en termes d'employabilité, en termes d'infrastructures, en termes de ressources, pour fixer le cadre qui va permettre à l'administration de pouvoir bénéficier des taxes fiscales. Je pense qu'il faudrait beaucoup plus aller dans ce sens d'innovation, de propositions qui puissent permettre aujourd'hui, dans tout ce qui est investissement direct étranger, permettre à toutes ces entreprises de pouvoir s'implanter ici au Sénégal, parce que c'est ça qui fera le processus de financement le plus efficace, qui est une ouverture de capital, c'est-à-dire l'entrée de capitaux dans les structures nationales. C'est ce système-là qui peut diminuer en fait l'endettement que nous faisons aujourd'hui sur les marchés internationaux. Absolument, on aurait développé un peu plus parce qu'on sent que Mohamed Sambou est dans son élément. Hein? C'est important et on voit vraiment que vous avez développé les choses de bout en bout. Alors, un dernier mot ?